Fidèle au rendez-vous de ce programme, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ces journaux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné le go de travaux de réhabilitation et modernisation du camp Luka. Camp Luka, un quartier populaire qui se trouve dans 3 communes de la capitale Kinshasa, qui sera désenclavé à travers ces vastes programmes de développement de 145 territoires. Des morts d'un accident sur la nationale numéro 1, coincée jusqu'à ces jours ou depuis quelques jours dans le remorque qui est entré en collision avec un autre camion. La situation se passe à quelques kilomètres de lui là et la population sollicite l'intervention de la Croix-Rouge. Merci d'être avec nous sur la RTNC et bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Les camps Luka, un des quartiers populaires de la ville de Kinshasa, situé entre 3 communes, c'est-à-dire Ngaliema, Kitambo et Selembao. Ce quartier va subir le coût de la modernisation grâce au vaste programme de développement à la base de 145 territoires. Ce matin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, y était pour le lancement du travaux qui vont désenclaver, moderniser ce coin de la capitale Kinshasa. Revivons en image l'accueil du chef de l'État et le coup d'envoi avec Blandine Zovo et Kazo Kazadi. On le présente comme le quartier le plus enclavé et le moins développé de la commune de Ngaliema à cause de sa situation géographique. Toutes les voies qui mènent vers Camp Luka sont impraticables, ensablées ou embourbées selon les saisons. Et pire encore, les alentours de ce quartier sont également menacés par des têtes d'érosion. Le quartier Camp Luka va bientôt se moderniser grâce à la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a décidé d'offrir à la population hospitalière de ce coin chaud de la capitale des infrastructures routières modernes. Voilà qui justifie cette liesse et un engouement sans précédent de ses habitants venus en masse tôt ce matin pour accueillir chaleureusement le tout premier chef de l'État qui vient les visiter, une première depuis que la RDC existe. À son arrivée sur le site, à 12h10 précises, pour lancer ses travaux de grande envergure, le président de la République est salué par un comité restreint d'accueil constitué de quelques officiels et membres du gouvernement. Il s'en est suivi un briefing fait par les responsables de l'Office des voiries et drainage sous la supervision du ministre des ITPR. En fait, il va s'agir du redémarrage des travaux de réhabilitation de l'avenue du Cimetière, longue de 1230 mètres, entrecoupée par les ponts Sakombi et Maluku. Les travaux financés exclusivement par le Trésor public vont durer 3 mois et une fois terminés, les ouvrages réhabilités vont faciliter le déplacement des habitants de ce coin qui ne feront plus un grand détour auquel ils sont contraints depuis des décennies. Une joie immense pour la notabilité de Camp Luka. Je sens un sentiment de joie de recevoir un président de la République depuis le début de notre pays, à l'exception de son indépendance. Nous n'avons jamais reçu un président de la République qui s'implique pour le bien-être de notre population. Et pour en avoir le cœur net, le chef de l'État s'est personnellement rendu sur le site où sera jeté le pont Maluku, traversant la rivière Lubudi. En véritable homme de terrain, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers une marche à pied, allant même jusqu'à traverser les eaux de cette rivière sortie de son lit, a voulu non seulement communier avec la population de ce quartier enclavé, mais aussi palper du doigt le niveau de calvaire que vit au quotidien les habitants de Camp Luka.
Une fois construit, l'ouvrage sera d'une portée sociale significative car il servira de trait d'union entre 3 communes d'une forte densité démographique, à savoir les communes de Selembao, Ngaliema et Kintambo. La réhabilitation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation et développement des infrastructures routières à travers le pays, un vaste programme initié par le président de la République. Hier, le chef de l'État avait présidé en présentiel la traditionnelle réunion du Conseil des ministres de chaque vendredi. C'était la 53e. La participation de la République démocratique du Congo à la COP15, la problématique des intrants de la Régie des eaux, la gestion de l'impact de la guerre ukrainienne et d'autres sujets figuraient parmi les points abordés lors de ce Conseil. Nous vous proposons le compte-rendu de ce Conseil des ministres, un extrait choisi par la rédaction. Compte rendu de la 53e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 13 mai 2022 en présentiel à la Cité de l'Union africaine, la 53e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. Le premier point à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour, portant sur la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la participation de la République démocratique du Congo à la COP15. Le président de la République, chef de l'État, a informé le Conseil de sa participation le 9 mai 2022 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, à la 15e conférence de parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, sur le thème « Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité ». Au cours de son intervention durant ces assises, le président de la République a rappelé l'urgence de mutualiser les efforts au niveau mondial dans le cadre de la mise en œuvre du plan cadre stratégique décennal de la Convention afin de permettre l'inversion des tendances de la dégradation des terres et de préserver les ressources hydrauliques. Dans cette perspective, la République démocratique du Congo, en sa qualité de pays solution, devra joindre à ses engagements maintes fois exprimés sa contribution effective dans la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la sauvegarde de la planète et de la réponse à apporter aux attentes de nos populations. Face à l'urgence d'harmoniser notre politique nationale environnementale, de conservation de forêts et de notre écosystème, le président de la République a chargé le Premier ministre chef du gouvernement, la vice-première ministre de l'Environnement, d'engager une réflexion sur une future commission interinstitutionnelle ouverte au monde académique et au secteur privé qui se chargera, dans un délai raisonnable, d'harmoniser toutes les politiques issues des différentes structures nationales. À l'Assemblée nationale, on nous fait savoir que l'honorable Augustin Mulumba a été élu président de la commission politique, administrative et juridique, c'est la commission PAJ. Il succède à André Mbata, élu dernièrement premier vice-président du bureau de cette chambre du Parlement. Retour en image sur le temps fort de ces élections avec Sylvie Mouembo et Bernard Baudot. La vacance laissée à la présidence de la première commission de l'Assemblée nationale, à savoir la commission politique, administrative et juridique, a été comblée. C'est que, en effet, au terme d'une élection à candidature unique, il revient désormais au député national Augustin Mulumba la responsabilité de présider aux destinées de la commission PAJ. Je suis heureux que finalement cette commission a un président. Et je suis tout à fait persuadé que le travail va continuer dans le même sens. Vous savez, la commission PAG, c'est la première commission de l'Assemblée. Et pour ma part, je reste membre de cette commission et je reviendrai souvent
pour participer à ces travaux. Tout en exerçant comme premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le député national André Mbata siégera au sein de la commission politique, administrative et juridique comme membre. C'est d'ailleurs lui qui a présidé l'élection de son successeur, Augustin Mulumba, à la tête de la PAJ. Un accident de circulation se produit sur la nationale numéro 1 au niveau de Luila. Un camion remorque est entré en collision avec un autre camion de grumes stationné. Ils étaient 7 passagers et les chauffeurs sont tous morts sur place. Jusqu'à présent, coincés dans la cabine du grand camion remorque. La population fait un appel au secours de la Croix-Rouge pour évacuer les corps de victimes. D'autres détails, c'est dans ce reportage. Des corps coincés dans ce qui reste de ces gros véhicules, la collision qui a viré à ces drames a été sans doute spectaculaire. Il s'agit ici, selon les témoignages recueillis sur place, d'un camion remorque avec 7 personnes à son bord qui a percuté violemment un autre de grumes en stationnement suite à une panne sous la pluie. Nous sommes dans le Congo central, sur la nationale numéro 1. Vers 3 heures du matin. Les bilans provisoires fait état de 8 morts et des dégâts matériels importants. En l'absence de secours, les corps des victimes sont restés coincés dans la cabine sous les regards impuissants des passants. Pour certains, l'excès de vitesse et l'absence des panneaux de signalisation routière seraient à la base de cet accident. La nationale numéro 1, l'une des routes sûres et dangereuses du pays. En cas d'excès de vitesse, les drames est pratiquement inévitable. Au Congo central, dans la ville de Matadi, cette fois-ci, un incendie d'un entrepôt dans le quartier Kinkanda d'une station qui a failli occasionner une pollution atmosphérique. Cette pollution a été stoppée par les sapeurs-pompiers de la mairie et c'est après l'inspection et la descente sur le lieu effectuée par les autorités urbaines de la ville de Matadi. Reportage Pierre Mbouyu Saïdi. Gouverner, c'est prévoir, dit-on, et dans la stricte application de ces principes managériels, axés sur la gestion rationnelle d'une cité en visant l'intérêt général de tous, le maire de la ville de Matadi au Congo central, Maître Patinzo Ziwama Kengedi, a effectué une descente à l'entrepôt de la société Transgazelle, victime d'un incendie, pour s'imprégner de la situation exacte. Après fructueux échanges avec diverses personnalités de cette firme, ces derniers fixent l'opinion quant à ceux. Ça fait aujourd'hui une semaine et demie que sur les réseaux sociaux, des gens parlent d'une pollution qui est dans la ville de Matadi, qui proviendrait des choses que certains ont dit qu'on ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'il y avait? On nous a expliqué que ce sont des pellets qui ont eu à prendre feu. Nous sommes en train de voir que c'est un dépôt. Nous avons compris que ça continue. C'est plus un problème d'engin. Donc dès demain, la mairie de Matadi mettra des moyens pour venir ici et terminer tout ça pour que la population puisse vivre en paix. À travers cette descente, la mairie de Matadi martèle sa ferme volonté de lutter efficacement contre toute forme de pollution, sonore ou atmosphérique, dans la ville portuaire de Matadi, en mettant fin à cet incendie. Quittons le Congo central pour la province de l'Ituri, à Bunia, où nos reporters constatent un boycott à l'appel d'une ville morte hier par quelques communautés qui se réclament victimisées. La population de Bunia préférait suivre le mot d'ordre de l'administrateur du territoire militaire et les forces vives de la province. Sélémani Junior nous décrit l'ambiance au centre-ville de Bunia. C'est un vendredi comme tous les autres en ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. La population a normalement vaqué à ses occupations, une manière pour elle de boycotter les mots d'ordre de ville morte décrétés par les 5 communautés victimes de Tiweri à Djougou. Boutiques, magasins, stations-service, institutions bancaires et d'autres maisons commerciales ont ouvert leurs portes pour se rendre compte dirigé par la population de cet appel à deux journées ville morte. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, s'est rendu au marché central de Bunia. Une visite saluée par les marchands et marchandes.
Au nom de son titulaire à mission à Kinshasa, le vice-gouverneur de l'Ituri salue l'attitude de la population qui a prouvé son soutien aux forces armées à pied d'œuvre pour imposer la paix. C'est l'ensemble de la province. Vous dites à quelqu'un d'aller en ville morte pendant 15 jours, vous avez dans votre maison, vous avez une voiture, vous avez suffisamment d'argent, au cas où l'un membre de votre famille tombe malade, vous l'amenez à l'hôpital. Mais, par exemple, ce monsieur de la moto, c'est une moto qui appartient à un propriétaire. Lui laissez travailler un journalier et vous lui demandez dans les 15 jours de ne pas travailler, comment est-ce qu'il va vivre, comment il va nourrir sa famille? C'est là la question. C'est là la question. Nous sommes au marché central de Bunia où l'appel d'une ville morte n'a pas été respecté. Les activités se déroulent normalement. Les moyens de transport font leur bonhomme de chemin. Le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, a voulu se rendre compte de l'effectivité de la vie qui règne ici au centre-ville de Bunia. Il est passé par le boulevard jusqu'au marché central de Bunia. Depuis le parking du marché central de Bunia, Sélémane Junior, RTNC. Merci Sélémane Junior pour ce reportage. Pour assurer la démobilisation et la réinsertion de jeunes qui quittent les groupes armés dans la province de l'Ituri, l'INPP, l'Institut national de pratique professionnelle, construit 2 nouveaux bâtiments modernes pour assurer la formation professionnelle des apprenants. Ceci pour accompagner l'état des sièges dans son volet social. Reportage de la RTNC Bunia. Construit sur fonds propres de la direction provinciale de l'INPP Ituri, un joli bâtiment à un niveau suite au management local. La direction générale de l'INPP, grâce à l'appui du gouvernement japonais, vient d'appuyer la province de l'Ituri par la construction de 2 nouveaux bâtiments, dont un bâtiment administratif à un niveau et un autre bâtiment de formation à 3 niveaux sur des sites légaux. C'est l'INPP et INOPS qui ont remis ces sites à des entreprises de construction qui ont gagné le marché, dont Prestec et SIG Group. Les conseillers DG de l'INPP venu de Kinshasa, Gauthier Kisolo, félicite les entreprises exécutantes et insiste sur le respect des règles d'art. Nous sommes venus à Bunia aujourd'hui pour lancer les travaux de construction des 2 bâtiments. Un bâtiment administratif qui va être construit par SIG Group et un bâtiment de formation qui sera construit par Prestec dans le cadre du renforcement de capacité que l'INPP a entamé depuis quelque temps déjà. Pour le directeur provincial de l'INPP Ituri, Moïse Kunda, ce projet contribuera largement à résorber le chômage en Ituri à travers les différentes formations professionnelles de l'INPP pour aider le gouvernement provincial en état de siège dans son volet social et développement. Vous savez très bien que l'INPP est dans la formation professionnelle. l'INPP Ituri est là pour accompagner la province ou accompagner le gouvernement provincial dans la qualification professionnelle de la population active. Parce que nous nous disons, l'Ituri, c'est une jeune province qui monte en puissance et où il y aura des investisseurs qui vont venir dans plusieurs domaines. Et ces gens-là, quand ils vont venir investir, ils doivent trouver déjà une main-d'œuvre locale qui est qualifiée et ne pas importer la main-d'œuvre. Et c'est le travail de l'INPP Ituri de préparer cette main-d'œuvre parce qu'on aura maintenant des équipements conformes pour les différentes formations qu'on pourra mener. Le projet Jardin scolaire est une vision du chef de l'État qui envisage 1 million d'arbres à l'horizon 2023. Il se matérialise de plus en plus dans différentes provinces. Ce matin, à Kinkanda, dans le territoire de Kipushi, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, le commissaire provincial de l'environnement, Serge Magoma, a lancé ce projet rendu possible grâce au partenariat avec le Fonds forestier national. Reportage de Didier Mumba, notre confrère de la RTNC Lubumbashi. Officiellement, le projet présidentiel Jardin scolaire. Au nom du gouverneur Jacques Yaboula Katoué, le commissaire provincial à l'environnement, Serge Magoma, a procédé au lancement du projet présidentiel du Jardin scolaire à partir du village Kikanda, secteur de Bukanda, dans le territoire de Kipushi. Ce projet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi vise à planter 1 milliard d'arbres d'ici à l'année 2023 dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Après les mots de bienvenue du chef du secteur de Bukanda, Jean-Marie Kazadi Ngombe, le superviseur du projet et président national du GTCR, Omer de Dieu Kabasele, a mis en exergue l'implication du FFN,
Fonds forestier national avec son DG Honoré Moulumba Kalala pour la matérialisation du dit projet. Et nous, en tant que partenaires, en tant que GTSR, nous tenons à saluer la disponibilité de ces ressources, la confiance accordée à nos structures membres et les souhaits que nous avons, c'est de ne pas rester dans les Hauts-Katanga, dans d'autres provinces, pourquoi pas sur l'ensemble du territoire national. Le représentant du DG du FFN à la manifestation a insisté auprès du gouvernement provincial du Haut-Katanga sur la sécurisation des sites reboisés. Au nom du gouverneur Jacques Yaboula Katoué, le commissaire provincial à l'environnement a demandé aux communautés locales de s'approprier ce projet. Chers frères et sœurs de Kipushi, ce projet vous appartient. Vous devez vous l'approprier et le protéger. Non seulement par patriotisme, mais aussi et surtout pour le bien des générations présentes et futures. Sous la conduite du superviseur du projet, Omer de Dieu Kabasele, l'on procédera au semis de quelques grains de plantules et à l'inauguration de la pépinière permanente d'une capacité de 5 000 plantules par cycle. Kipushi n'est que le début du projet qui compte s'étendre dans tous les 6 territoires que compte la province du Haut-Katanga avec des arbres comme des flamboyants, moringa, les sénats, orangers, citronniers, mandariniers, acacias et autres. C'est depuis quelques semaines que le gouverneur du Kwilu, Willy Itundala, a initié l'itinérance dans sa province pour sensibiliser la population à la culture de développement. Sa mission a atteint l'étape de la mission Koshibanda et les secteurs Kipuku. Plusieurs actions sur terrain ont été menées. Reportage RTNC Kwilu. Le gouverneur du Kwilu, Willy Itundala Hassan, à l'intérieur de sa juridiction, se poursuit avec un succès de marque dans presque tous les villages et grandes agglomérations où il a foulé ses pieds pour un tête-à-tête avec ses administrés. Après l'étape de la mission Koshibanda, où le gouverneur Itundala a remis un lot important de médicaments au profit de la population et a sensibilisé celle-ci sur son message phare de la campagne, notamment la participation massive à l'opération d'enrôlement des électeurs à venir, l'utilisation correcte de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée pour se préserver contre la malaria, dont la campagne sera lancée au mois de juin, mais aussi à annoncer les taux de frais de participation aux épreuves de la dissertation, examen d'État et tant d'autres. Quittant la mission Koshibanda, le gouverneur Itundala a... La sortie officielle de l'Alliance des Congolais progressistes, c'est dans quelques jours. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila, qui en est l'initiateur, sensibilise le membre de cette formation à prendre part à la cérémonie du lancement officiel. La première étape a concerné les taximans, le motard et la jeunesse du district de la Funa. Un récit de Willy Atunakov. Kinshasa et autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes ACP a échangé vendredi 13 mai 2022 dans la commune de Bandalungwa avec les motocyclistes membres de l'ACP. Il était question pour Gentini Ngobila Mbaka de mobiliser ses troupes et de peaufiner des stratégies pour la réussite de la sortie officielle de son parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation prévue le 28 mai prochain au stade de Martyrs à Kinshasa. Dans ce mot de circonstances, le gouverneur de la ville de Kinshasa et autorité morale de l'ACP a d'abord communiqué à ses interlocuteurs les objectifs poursuivis par son parti politique, dont les principales restent le soutien total aux actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection en 2023. Je suis très content de vous rencontrer, vous les motards taximens. L'ACP, c'est votre parti de tous les Congolais en général et des Kinois en particulier. Nous avons commencé à fonctionner depuis le 18 février dernier, après avoir obtenu tous les documents officiels y afférents. Je vous invite donc à participer à la sortie officielle prévue au stade de Martyrs le 28 mai prochain. Ensuite, l'initiateur de l'ACP a salué les efforts fournis par le gouvernement de la République pour les progrès qu'il a réalisés sur le plan macroéconomique grâce au leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'initiateur de l'ACP s'est dit heureux du fait que l'ACP a réussi à s'implanter rapidement en peu de temps à travers la ville de Kinshasa, mais aussi et surtout dans plusieurs d'autres provinces de la RDC.
Des enfants congolais ont été entraînés à l'expression orale à travers le théâtre. C'était au cours du festival de théâtre des intrigants qui s'est tenu dernièrement à Kinshasa, un festival appuyé par la Fédération suisse, nous dit Anastasie Doumbou. Mieux protéger la terre pour un avenir meilleur, ce thème a été exploité à partir de scénettes, pièces théâtrales et récitals des élèves venus de 40 écoles et d'autres provinces, ainsi que le professionnel culturel, lors de la cérémonie de clôture des 36e éditions des Journées de théâtre d'enfance et de jeunes de la Compagnie des théâtres des intrigants. Objectif: donner le goût aux enfants dans le monde des théâtres et leur stimuler l'expression orale. Plusieurs sujets dans le secteur de l'environnement ont été interprétés par ces élèves, entre autres la pollution, l'insalubrité, le réchauffement climatique, la déforestation et le banditisme. L'ambassadeur du Royaume de Belgique a félicité les organisateurs et les élèves dans la promotion de la culture congolaise. Appuyé par la Fédération suisse, ce festival culturel était une réussite dans la formation des enfants congolais et la jeunesse, contrairement aux assises précédentes, a martelé le directeur artistique des théâtres des intrigants. Le JICOTES a accueilli sur la même scène cette année aussi bien des spectacles dans le cadre d'initiation d'éducation théâtrale, plus de 5000 participants. Quelques personnes de troisième âge réunies dans le réseau international francophone sont en train de mener un plaidoyer en faveur de VIR pour qu'ils aient des conditions de vie plus humaines en République démocratique du Congo. Christine Lenzo et Thierry Zazi nous expliquent. La plupart des personnes de troisième âge en RDC vivent toujours dans la misère, une situation déplorée par les réseaux internationaux francophones des aînés en RDC, RIFA en sigle, qui a analysé au cours de sa récente assemblée générale entre autres certaines questions techniques comme celle de l'économie de la personne de troisième âge, comment les aider à vieillir en santé, aussi catalyser la solidarité intergénérationnelle pour une résolution durable de la question sociale des personnes de troisième âge. C'est dans tous les domaines qu'il faudrait une amélioration, que ce soit dans le domaine juridique, sociologique ou dans le domaine tout à fait de relations. Le RIFA RDC devrait revisiter, pour mieux les connaître et les comprendre, les dispositions constitutionnelles ainsi que toutes les lois et règlements dans notre pays qui touchent à la promotion et à la protection des droits des personnes du troisième âge. Berthe Mayani comme Marie-Thérèse Chirichungu Paipai, respectivement secrétaire exécutive et présidente nationale de la RIFA, ont aussi expliqué à l'assistance constituée des personnes de troisième âge et celles à devenir l'importance de ces plaidoyers à mener à l'endroit des institutions publiques et privées pour des conditions de vie plus humaines de la personne de troisième âge. Cette structure internationale va pour ce faire inciter les pouvoirs publics à initier et adopter des lois et actes réglementaires idoines et meilleurs à celles qui existent déjà, aussi à sensibiliser la population sur la nécessité cruciale d'accueil et des soins attentionnés à réserver à toutes circonstances aux personnes de troisième âge. Il faut aussi savoir que le bassin du Congo abrite la plus grande tourbière tropicale du monde. Le 2/3 de cet écosystème se trouve en République démocratique du Congo, ce qui explique que le ministère de l'Environnement, par le biais de l'unité de gestion de tourbières, a présenté des résultats de l'étude relative à la revue du cadre juridique propice à la gestion de tourbières. Néné Mainzana, René Ngwangu nous en parle dans ses reportages. Cadre de la mise en œuvre de la feuille des routes, la République démocratique du Congo a souhaité se doter d'une définition de l'écosystème tourbière afin d'en faciliter la cartographie, l'inventaire, l'évaluation du stock de carbone ainsi que l'élaboration d'une stratégie conciliant la conservation et la valorisation. Résultat, les définitions et les tourbes ont été identifiées après de nombreuses consultations supervisées par l'unité de gestion
gestion des tourbières de la RDC avec appui du programme d'adaptation et de migration des zones humides du service forestier des États-Unis. La République démocratique du Congo est engagée dans la perspective de solutions basées sur la nature. Et les tourbières se trouvent en réalité la véritable solution par excellence basée sur la nature. Et sur ce point de vue, nous avons au sein de l'unité de gestion des tourbières réalisé quelques avancées et il était important à la veille du deuxième atelier national d'information sur les tourbières de pouvoir partager ces informations avec la société civile, les universités, les chercheurs, mais aussi avec les membres de l'administration. Le secrétaire général à l'environnement et le développement durable, Benjamin Toirambe, qui a ouvert ses assises, a confirmé le leadership et l'engagement de son pays dans la protection des tourbières. Ceci pour répondre aux engagements climatiques mondiaux et améliorer les conditions de vie des communautés forestières. La numérisation de services publics de l'État est une obligation pour le développement de la RDC. C'est ce qui a été conclu à la matinée scientifique des corps des élites de l'UDPS dénommée Sciences au service du peuple. Alain Bikaï était sur place pour le compte de la RTNC. La 7e journée de la série des matinées scientifiques dénommée La science au service du peuple des corps de l'élite scientifique de l'IDPS était axée sur le numérique au service du développement. Selon l'orateur du jour, professeur Élisée Ilungambouyamba, secrétaire général académique de l'ISA, Kinshasa, la numérisation des services publics est une obligation pour le développement de la République démocratique du Congo. Pour cet enseignant des universités et cadre de l'IDPS, la numérisation des services publics contribuera sensiblement aux efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la lutte contre la corruption et l'écoulage des recettes. Si nous voulons atteindre de bons résultats, être performants, cela n'est possible qu'en utilisant toutes les facilités offertes par la numérisation. Le corps de l'élite scientifique de l'IDPS s'est engagé à accompagner le président de la République pour la matérialisation de sa vision. Si la DGDA fait des recettes actuellement, c'est aussi grâce à sa plateforme numérique. Il a parlé de Sidonia, il a parlé de Isis Régie pour la DGI, on parle de plus de 1,5 milliard. Tout ça, c'est le numérique. Si on migre vraiment vers le numérique et qu'on cherche à s'adapter, on va créer d'autres emplois. Cette structure informelle du parti présidentiel va organiser du 14 au 15 juin prochain une conférence débat au Kempinski Hotel qui connaîtra la participation de la crème intellectuelle du pays. Un communiqué vient de nous parvenir, découvrons-le ensemble. Le communiqué vient du cabinet du président de la République. Il stipule que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a appris avec moi la disparition le vendredi 13 mai 2022 de Son Altesse Khalifa bin Zayed Al Nahyan, émir d'Abu Dhabi et président de la République des Émirats Arabes Unis. Le chef de l'État présente au nom du peuple congolais et au sien propre ses condoléances le plus attristées à l'endroit de Son Altesse Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, la famille de l'illustre disparu ainsi qu'au peuple émirati. Le président de la République salue la mémoire et le leadership de l'illustre disparu qui a œuvré à la modernisation et au rayonnement de son pays sur la scène internationale, de même qu'à l'initiation de la coopération renforcée entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo. Ce communiqué est signé Guilain Nyembo Mbouizia. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Ne quittez pas, vous allez suivre juste après ce journal la rencontre de demi-finale retour entre l'Entente Salif d'Algérie et Al-Ali d'Égypte. À l'aller, il y a eu une semaine, le club égyptien avait battu les Salifiens avec un score de 4-0. C'est tout à l'heure dans une présentation de l'intégralité, dans une présentation de Yvette Bamoucho et Nadine Banza. Au nom de Nerio Lembo, Discover Pongo,
Rodé Panda sous la coordination de Jacques Kabwaba. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bon week-end chez vous dans le programme attrayant que va vous proposer la Radio-Télévision nationale congolaise. Au revoir.